Bonjour Guy. Bonjour Marco. C'est là ta chambre? Voilà, entre. Guy, je crois que tu es ici depuis le 10 octobre dernier. Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as voulu te prendre en main et te dire que tu allais te soigner? Ce déclic-là, au début, ça a duré des années, on va en parler, mais c'est une maladie qui est très très ancienne. Et je pense qu'il ne se passait pas une journée sans que je me dise, allez, aujourd'hui, je me prends en main. Et chaque soir, je m'endormais en me disant, putain, encore une journée blanche, quoi. Et même si j'arrivais à avoir un semblant de vie, on va dire professionnelle, sociale de moins en moins. Et un jour, je sais pas, je suis allé voir un médecin. On m'a forcé à aller voir un médecin, un nutritionniste, qui a décidé de m'hospitaliser. À un moment donné, on t'a dit que tu allais rentrer ici pour plusieurs mois pour perdre, on t'a dit, un nombre de kilos? Ouais, j'avais, on va dire, 120 kilos à perdre. On t'a dit tu vas perdre 120 kilos et tu vas rester là plusieurs mois. Quelle a été ta réaction? À un moment donné, le fait d'être coupé du monde comme ça et de partir hospitalisé pendant autant de mois, est-ce qu'on a un peu l'impression que le sol se dérobe sous ses pieds? Au début? Non, bizarrement, très vite, je me suis dit, je vais sauver ma peau. Tu vois, il y a de ça. Quand tu dis j'allais sauver ma peau, tu étais en train de mourir? Je pense qu'à terme, on en a déjà parlé, à court terme, miraculeusement, je n'avais pas de problèmes fondamentaux. Mais j'ai 56 ans et dans les 2 ans, j'aurais eu des problèmes, mais pour le coup, énormes, quoi. C'est évident. Tu ne peux pas impunément peser plus de 200 kilos, même plus de 240, sans avoir, à cet âge-là, des problèmes énormes. Mais ça veut dire que psychologiquement, tu t'étais préparé à être en fin de vie? On se prépare à rien psychologiquement. La boulimie, c'est une maladie qui t'anesthésie. Comment tu peux imaginer que tu rentres chaque jour chez toi, bouffer des tombereaux de bouffe comme ça l'après-midi, après avoir fait une émission le matin où le public t'applaudit dans un studio de radio, où tu fais une chronique, etc., et où tu te détruis l'après-midi. C'est-à-dire que quand concrètement tu étais sur ton lit l'après-midi et que tu mangeais, tu te sentais coupable de manger? Oui, tout ça, c'est dans l'inconscient. L'après-midi, quand je mangeais, je me sentais coupable de rien parce que j'étais complètement anesthésié. Voilà. Donc, c'est-à-dire que tu manges pendant 1h30 et je lisais des conneries comme un pendule, pour surtout ne pas penser que j'étais en train de me détruire. Et donc voilà, et après, quand tu as bouffé comme ça pendant, je t'ai dit, 1h30, tu as mal aux mâchoires, t'en peux plus, à ce moment-là, tu dors. Tu dors d'un sommeil malsain, voilà. Une espèce de doigt. C'était un cycle comme ça. C'était un cycle comme ça. Et tu voyais des gens? Et en plus, tu te coupes de toutes tes relations affectives et sociales, peu à peu. Tu trouves toujours, ça c'est une constante aussi des boulimiques ou des alcooliques ou des gens qui ont des problèmes de dope, tu te coupes peu à peu des choses sociales en ayant toujours une inventivité dans les excuses. Tu mentais? Tu mens, tu dis « Ah, mais non, je peux pas » ou j'ai la crève. Mais parce que tu avais honte du regard des gens? Non, parce que tu as envie de rester tout seul pour te détruire. Tu n'as pas envie d'aller... c'est dément. Moi, il m'est arrivé une histoire incroyable. Il y a une copine d'école qui m'a envoyé un mail à la radio, donc qui ne m'avait pas vu, c'était avant la télé, en me disant « Ah, c'est moi, etc. » Donc ça faisait 25 ans qu'on ne s'était pas vu. Elle me dit, viens, le 14 juillet, je fais un barbecue, etc. Et je savais. Donc, alors ça, les gens que tu as vus, que tu as connus avant que tu sois gros, il n'était pas question de les revoir, évidemment. Donc, on discute et tout. Elle me dit, c'est bien ce que tu fais à la radio et tout. Et elle ne savait pas l'essentiel. Et je n'ose pas lui dire. Et donc, je n'y vais pas le 14 juillet. Et la fille avait réuni toute l'école, quoi, tous ceux qui m'avaient connu. Et donc, je me cache chez moi, je décroche le téléphone, je bouffe pendant toute la soirée. Et je reçois des messages sur mon téléphone, sur ma boîte vocale, me disant vraiment, t'as pris la grosse tête avec le showbiz, où il est notre ami d'Argenteuil, etc. Des trucs terribles. Et bon, je pense que si elle m'a vu depuis à ONPP, elle a compris. Bonsoir, heureux de vous retrouver ce dimanche après un petit break. Avec Guy Carlier. Bonsoir Guy. Bonsoir Marco, bonsoir. Tu sais ce qui t'a conduit comme ça à la boulimie?
Je pense que toutes les addictions sont liées à des sentiments d'abandon, d'une façon ou d'une autre. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est des choses qui remontent à l'enfance, à, on va dire, une absence de père, mais un beau tous père les gens qui t'aimait pas suffisamment. Voilà, des choses comme ça. Et c'est assez difficile dès le début quand tu sens que, quand tu es un môme et que tu sens qu'il y a quelqu'un qui te fait penser que tu es un mec tordu. Et donc, à 6 ans, il y avait un mec qui ne m'a pas aimé. C'est vachement dur, parce que non seulement tu n'as pas tes réponses et ta construction que doit assurer un vrai père, et en plus, tu as un mec qui ne t'aime pas. Mais à quel moment tu as commencé à te détruire physiquement? Parce que j'ai vu des photos de toi où tu étais mince, Guy. Oui, mais ça, c'est la conséquence. Mais la boulimie était déjà... En fait, j'ai fait du sport, j'arrivais à des artifices, je faisais des jeûnes de 3 jours, etc. Et puis, il y a une quinzaine d'années, j'ai arrêté de faire du sport, j'ai arrêté de fumer la même année. Enfin, j'ai pris genre 50 kilos d'un coup. En une année, tu as pris 50 kilos. Ouais. Donc, à la quarantaine, c'était rampant. Voilà. Mais à la quarantaine, physiquement, tu t'étais déjà, et là j'étais débordé, c'est le cas de le dire. Donc après, voilà. Mais le phénomène était là. Tu as 2 enfants, Guy, 2 fils. Ils t'ont vu te détruire, aller presque jusqu'à la mort. Alors le grand m'a pratiquement pas connu gros. Il a 36 ans, donc voilà, il avait déjà 20 ans, il était en fac, enfin, il avait son appartement à Paris, et voilà. Et puis ensuite, il est parti aux États-Unis. Le petit, lui, c'est un peu différent dans la mesure, lui, il n'a pas connu ma vie d'avant, de directeur financier, donc il m'a toujours vu dans le showbiz. Et donc, pour lui, il y avait cette espèce de fierté, il entendait les chansons à la radio, il a dit tout ça, il savait que j'allais à la radio et tout ça. Et en contrepartie, il y avait dans le non-dit, par exemple, je l'emmenais à l'école, je lui disais je te laisse au feu rouge parce que je prends la route après. Il savait très bien pourquoi je le laissais au feu rouge. C'était pour pas croiser le regard de ses camarades. Donc il y avait un truc comme ça. Mais est-ce que dans la relation forte que tu as avec ton fils aîné, il lui arrive de te dire je suis heureux que tu reviennes à la vie, je savais que tu allais mourir? Non, il m'a juste dit qu'il avait eu peur pour moi. Il m'a juste dit qu'il avait eu très peur. Mais il a eu très peur, mais il pouvait pas, il savait qu'il pouvait pas me dire « Putain, prends-toi en main ». C'était impossible. Ça servait à rien. En plus, tu mens en permanence. C'est-à-dire que, tu sais, les mecs qui vont acheter des allumettes et qui ne reviennent pas, moi, je disais que j'allais acheter je sais pas quoi et j'allais bouffer dans la voiture. C'était un bordel. Il y avait des sacs de charcutiers, tu sais, de traiteurs, des papiers, enfin un truc, tu vois. Et tu reviens et tu as la honte. Tout le monde le sait que tu as bouffé. Tout le monde le sait. Comme quand les gars vont boire, tout le monde le sait. Et putain, on culpabilise, alors qu'il n'y a pas à culpabiliser, quoi. Il faut juste comprendre que ce sont des maladies et essayer de se sortir de ce truc-là. Mais l'enfer là-dedans, c'est les autres, c'est vrai, c'est le poids du regard des autres. T'arrivais à séduire des femmes? Sur la séduction, il y avait étrangement jamais de problème. Mais évidemment, c'est moi qui fixais les limites. C'est-à-dire que tu ne voulais pas aller dans une relation physique, quoi. Oui, mais j'en étais même pas là. La boulimie et ce que ça entraîne de métamorphose te fait retourner à un état d'enfant, c'est-à-dire à quelque chose de complètement asexué. De toute façon, un retour à l'enfance. Et tu dis sans désir, tu n'avais aucun désir. Le désir d'un enfant. Tu vois, un enfant, il a une sexualité, hein, Guy. Oui, enfin, il a une sexualité, limitée, oui, Freud. Mais voilà, quoi, c'est-à-dire quelque chose de très régressif. Je vais te montrer cet appareil parce que j'ai démarré ici mi-octobre et je faisais 0 mètre. Ouais. Et donc maintenant, je fais une demi-heure, ça paraît dérisoire, mais je fais une demi-heure de marche. Moi, je ne sais pas là-dessus. Non, mais je la fais à 6 à l'heure. Ici, dès le premier jour, j'étais heureux parce que je me suis endormi. Enfin, j'ai eu du mal à m'endormir parce que je n'avais pas bouffé, etc. Mais le lendemain matin, je me suis dit, putain, une journée sans crise, quoi. Et ça veut dire que en fréquence. Depuis 7 mois, tu n'as plus eu de crise de boulimie? Non. Du tout? Non. Tu t'es plus précipité sur la bouffe comme tu as non, jamais. Plus du tout. Non.
Non, jamais. Et donc là, c'est pour le ça, seul. je suis sorti. Maintenant, les médecins me laissent sortir 1 jour ou 2 par semaine. Enfin, ils me laissent aller dîner après l'émission, des choses comme Et ça. t'as plus cette tentation-là Non. du tout? Non, et surtout, ce qui est intéressant, voilà, c'est ça. C'est que non seulement j'ai pas la crise, mais j'ai pas à lutter, quoi. Est-ce que la télévision, le fait de voir ton image comme ça, une image imposante, hein, ça t'a gêné? Là, tu pouvais plus t'échapper, quoi. Alors, là où ça m'a choqué, c'est le jour où on a eu un envahissement de plateau et on a fait l'émission là-haut. Là, j'étais plus derrière ma table habituelle, j'étais à nu, je dirais, sur un canapé comme ça. Et cette image, en plus, sur une espèce de fauteuil très haut, toi, tu étais dans un canapé confortable. Cette image-là, je l'ai vue, parce qu'en plus, elle est passée au zapping compte tenu des événements. Et là, ça a été insupportable, parce que là, c'est la première fois que j'ai commencé à me regarder. Quand tu n'étais pas encore pris en charge ici, physiquement, quand tu arrivais le dimanche sur le plateau, tu avais du mal à bouger, tu pouvais pas te lever. J'avais du mal à aller de ma loge au plateau. Tu pouvais pas te lever de ton siège, les invités venaient à toi. La principale métamorphose aujourd'hui, c'est que, même si tu n'es pas encore svelte, mais c'est que tu te lèves, tu as l'impression d'être un autre, d'avoir une nouvelle vie aujourd'hui? Oui, tu sais, il y avait un truc terrible, je ne te l'ai jamais dit. Tu sais où est ma loge? Elle est assez loin du plateau, on passe devant un autre plateau, etc. Et on a un rituel, tu le sais, tu viens me chercher, on fait ce chemin-là quand le public est déjà installé. Eh bien, c'était un calvaire pour moi. Et souviens-toi, une fois arrivé derrière le public, là où on nous maquille les mains, on installe nos micros dans et les coulisses, là. Voilà, je demandais tout de suite un siège. C'est-à-dire que je ne pouvais pas rester. Maintenant, je reste debout, on me maquille les mains jusqu'à temps qu'on fasse l'entrée sur le plateau. C'est quoi tes journées ici? Là, on arrive, tu as un plateau. Là, il est 4h, il est 16h. Donc tu prends une pomme, un yaourt. Je me lève, je bouscule personne, donc, mais j'ai mon petit déjeuner comme d'habitude. Mais ça, c'est un moment génial le matin. Petit déjeuner, parce que j'ai faim. Et le plus important là-dedans, c'est la psy, parce qu'on dit que c'est la clinique des addictions, donc c'est pas un régime que tu fais. Non, c'est un régime. C'est aussi un régime. C'est aussi un régime. Ce qui est important, c'est de m'isoler pendant un temps de toute possibilité de boulimie. Et puis de toute façon, je sais que le fond, maintenant, est inéluctable. Tu comprends ce que je veux dire? Quand tu dis que le fond est inéluctable, tu penses qu'aujourd'hui, tu es guéri? Oui. C'est-à-dire, où je suis guéri, ou je suis mort. Mais tu comprends ce que je veux dire? Comme tout, évidemment. C'est-à-dire que si je ne ferai pas 2 séjours comme ça. Tu es censé sortir quand maintenant, Guy? Je vais sortir mi-juin, après la dernière émission d'ONPP. Et ensuite, en juin, je me ferai opérer. Mais tu te fais opérer de quoi concrètement? De la chirurgie réparatrice? Oui, chirurgie réparatrice. Ça s'appelle une lipectomie. On t'ouvre, on te fait une grande cicatrice qu'ils appellent dans le maillot, quoi. Et puis voilà. Puis ça, c'est 40 kilos d'un coup. Enfin, je sais pas. C'est spectaculaire. Et c'est des choses qui ne partiront que comme ça. Donc, je pense qu'en plus, il y aura 2 opérations. Parce qu'il y a d'abord une opération, on va dire, grossière, pour enlever le truc. Et puis après, un truc vraiment esthétique pour pas... mais bon, pas... Mais ça, on te prépare à ce que physiquement, tu te vois à ce point différent, quoi. Tu vas passer d'un stade, en résumant, mais gros à mince presque. Oui, tu sais, moi, à 120, je suis bien, quoi. À 120, je vais pas être mince, mais je vais pas être... quand on verra, on dira pas, tiens, il y a un gros, quoi. Donc, j'exagère pas quand je dis que quand tu es ici, c'est petit à petit ton retour à la vie. Petit à petit, tu reviens à la vie. Évidemment, c'est une renaissance. Une renaissance quotidienne. Oui, absolument. Tout à l'heure, tu me parlais... de la même façon que c'était une petite mort, c'était une mort, une agonie quotidienne avant. Dans ton agonie quotidienne, tu disais tout à l'heure que tu n'avais plus de désir, par exemple. Tout ça, ça revient, le désir? Oui. Le désir de tout? De tout. Raconte-moi un peu ce que tu veux bien me dire. Non, mais pas ce que tu veux bien me dire. Le désir. Oui, le désir, bien sûr. Le désir de tout. Le désir de revivre un foyer, le désir de vivre une vie totalement épanouie de couple, de vivre et non plus d'être, c'est comme dit Brel, des projets qui ne feront qu'attendre. Voilà, c'était ça.
En fait, à t'écouter, on peut rien te souhaiter. Tu as tout maintenant. Tu sais que tu es de retour à la vie, rien ne peut t'arriver. Tu as retrouvé le plaisir, le désir. Tout va bien pour toi. Je te l'ai dit, Marco, la guérison est de surcroît.